Rejoindre pour ce live exceptionnel que nous avons intitulé La Tribune avec vous. Cette table ronde en visioconférence, c'est la première d'une série. Elle est déployée au national et dans les régions. La Tribune, en effet, est le seul média économique des métropoles et des régions qui traite les grands enjeux de transformation. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pris cette initiative? Elle est en ligne directe avec notre mission d'information des entreprises. Nous avons logiquement souhaité les épauler face à cette crise sanitaire sans précédent qui est en train de se transformer en crise économique. Alors, pour y répondre, l'État, on le sait, a mis en œuvre un ensemble de mesures de préservation de l'activité, mais il est facile de se perdre dans les méandres des annonces ou dans le maquis des aides. Il nous est donc apparu essentiel d'apporter un nouvel éclairage. Comment? En donnant la parole à des experts incontestés, en apportant des réponses concrètes à ces nombreuses interrogations soulevées par nos entrepreneurs. Je rappelle enfin que cet événement est réalisé en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Avec nous ce matin pour échanger par visioconférence dans les conditions du confinement, voici Pierre Goguet, président de CCI France, la tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie. Bonjour, monsieur Goguet. Bonjour. Pedro Novo, qui est directeur exécutif en charge du sport à la BPI. Bonjour, monsieur Novo. Bonjour. Et enfin, Charles-René Tandé, qui est président de l'Ordre des experts comptables. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent à l'invitation de la tribune. Alors, notre échange va s'articuler en 4 temps. On va aborder logiquement les mesures et les dispositifs mis en place par le gouvernement. On va prendre le pouls du terrain en mettant en lumière certaines remontées d'informations particulièrement instructives. Et on va aussi s'interroger sur les actions à mener pour maintenir l'activité économique à niveau. Et enfin, on tâchera de nous projeter dans le monde de l'après-corona. Nos lecteurs nous demandent régulièrement de faire un point sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Je propose donc qu'on fasse un tour de table pour rappeler rapidement les mécanismes d'aide déjà mis en place et leurs applications concrètes. On peut commencer avec vous, monsieur Goguet. Écoutez, si on veut résumer les têtes de chapitre de ces aides, il s'agit évidemment des aides au titre des décalages de charges sociales et fiscales, tant des entreprises au titre de leurs salariés que des indépendants, on y reviendra. Il s'agit évidemment de toutes les aides au financement et à la crise de trésorerie qui est déjà apparue, et ça c'est un accord avec la profession bancaire et avec des moyens exceptionnels mis en place aussi par BPI, plus la contre-garantie de 300 milliards d'euros de l'État vis-à-vis des banques, donc qui vont quelque part accompagner ces décalages de trésorerie en étant garantis. Et puis ensuite, il y a effectivement des aides ponctuelles, j'allais dire, pour les très petites entreprises et les indépendants. Je pense effectivement au fonds de solidarité qui est en voie de mise en place. En fait, la décision est prise et les modalités ne sont pas complètement connues, qui ferait par exemple l'avance de 1 500 € à des indépendants début avril, mais qui évidemment pour l'instant est limité à des entreprises de moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires de 70%. Voilà quelques-unes des mesures de manière globale, sachant qu'évidemment, encore une fois, dans le corpus de BPI France, vous allez voir qu'il y a une richesse de mesures d'appui complémentaires que M. Novo va nous expliquer. Voilà pour les grandes lignes, et tout ceci dans le détail, parce que finalement, ce qu'il faut, c'est que chaque entreprise ait une modalité pratique. Nous, réseau des chambres de commerce et d'industrie, désignés comme l'interlocuteur de premier rang par le gouvernement au niveau des bassins d'emploi. Nous avons évidemment mis en site sur cci.fr où la carte de la France apparaît et chaque entrepreneur de chaque région va cliquer sur sa zone géographique et avoir les numéros, les sites qui vont lui donner les contacts de son territoire et évidemment avec tout l'appui nécessaire pour obtenir ces contacts. Donc aujourd'hui, l'ensemble du processus d'accès à l'information est en place. Je vous avoue qu'on se heurte à une certaine saturation de ce process. À titre indicatif, à samedi, les chambres de commerce avaient répondu à 32 000 appels et contacts. Pour vous donner une idée, plus de 1 500 personnes sont déployées et ça progresse sans cesse. Très bien. Merci, monsieur Goguet. On va faire justement, on a évoqué le point avec la BPI rapidement, puisqu'on aura le loisir de revenir précisément sur chaque dispositif. Donc, avec vous, monsieur Novo, qu'est-ce qui est mis en place?
Bonjour Boris, bonjour à tous. Nous avons construit très rapidement un dispositif défensif au sein de BPI France qui reposait sur des dispositifs propres à la maison BPI France, que ce soit des garanties délivrées à la communauté bancaire pour sécuriser des lignes court terme à travers des crédits confirmés de 12 à 18 mois que nous pouvons couvrir à 90%. Ou que ce soit, toujours pour des PME et des ETI, des financements moyen terme mis à la disposition des entreprises par les banques françaises, bénéficiant en contrepartie d'une couverture de 90%. Par ailleurs, nous avons mis en place rapidement 2 dispositifs de financement direct de BPI France, qui sont des prêts rebonds ou des prêts à tout, 2 dispositifs complémentaires distribués dans tous les bureaux de BPI France en région et qui permettent de financer directement l'entreprise avec une ressource de 3 à 5 ans, voire 7 ans dans le cas des prêts rebonds, toutes disposant d'un différé de 1 à 2 ans selon la nature de l'intervention. Donc, ces crédits visent à financer tout simplement la trésorerie immédiate et nécessaire de l'entreprise pour faire face à la situation actuelle en tampon, mais bien sûr et évidemment de préparer le redémarrage, qui est un sujet qui doit être traité dès maintenant, car on s'attend tous, et selon les secteurs industriels ou d'activité, à ce que la reprise soit plus lente que prévu, plus difficile peut-être. Il faut l'anticiper et donc ne pas sous-estimer le recours de cash nécessaire dans cette période. Et puis pour terminer, on en parlera sans doute, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annoncera post-Conseil des ministres demain le dispositif de garantie des 300 milliards qui sera mis à la disposition en couverture des banques qui elles-mêmes traiteront en direct des financements de trésorerie au bénéfice donc des PME, des ETI et des grands comptes en France avec une garantie de l'État jusqu'à 90% sur ces dispositifs-là. Ce sont des dispositifs donc complémentaires. Je compléterai également l'intervention de Pierre sur le fait que nos équipes ont été mobilisées très vite. Elles sont à 90% déployées en télétravail à leur domicile, avec un roulement en présentiel dans les bureaux. Ils ont traité dans les mêmes volumétries 30 000 demandes qui ont été faites de contact par BPI France et les prêts à tout que nous avons lancés depuis la semaine dernière ont déjà atteint un volume de 700 millions d'euros d'accords depuis près de 72 heures. Donc imaginez la montée extrêmement brutale des demandes, mais nous faisons face pour pouvoir apporter ces liquidités dans le bilan des entreprises dès la fin de semaine pour les premiers dossiers. Merci, Monsieur Novo. Charles-René Tandé, votre point de vue d'expert comptable. Qu'est-ce qui est déjà mis en place? À quoi peuvent faire appel les entreprises dès maintenant? Oui, le comptable est plus de 500 000 entreprises clientes. Première chose que nous avons fait, ça a été la semaine dernière, de différer les règlements des charges sociales, puisqu'on a une échéance le 15 mars. Et donc, dès le 16 mars, on avait cette nécessité pour un grand nombre d'entreprises de reporter les charges sociales ainsi que l'acompte d'impôt société. Donc, on a, comme ça avait été annoncé par le gouvernement, la possibilité de reporter charges sociales et impôts directs. Par contre, ce que nous devons maintenir, c'est le règlement de la TVA, donc, qui va jusqu'au 24 mars. Donc là, on a maintenu les déclarations et le règlement de la TVA, sauf entreprises en difficulté ne pouvant pas régler, ou là, comme d'habitude, c'est un échéancier qu'il faut demander auprès des services des impôts. Voilà. Donc, première chose, ça a été les charges sociales que nous avons reportées. Alors justement, on en profite d'être avec vous pour aller dans le concret. On va parler dans cette première partie de cette économie en confinement et des mesures défensives qui sont mises en place. On a beaucoup de remontées du côté des entrepreneurs et de ceux qui fréquentent notre site, latribune.fr. Qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier du report de mes charges? Est-ce que j'ai des déclarations à remplir? Est-ce que je dois attendre? Vous le disiez, donc la TVA n'est pas remise en question, donc ça c'est probablement pour des histoires d'alimenter les finances publiques. Mais voilà, donc des réponses concrètes. Est-ce que c'est l'expert comptable qui s'en charge? Est-ce que c'est l'entrepreneur? À quel niveau ça se situe? C'est au niveau de la DSN que ça se situe. Donc, à partir du moment où l'entreprise confie le traitement de ses payes à un tiers extérieur, donc bien souvent l'expert comptable, c'est l'expert comptable
qui modifie au niveau de la déclaration le montant à régler, où on met le montant 0 au lieu évidemment du montant habituel. Je rappelle quand même que le prélèvement à la source, il est réglé bien évidemment. On parle bien des charges sociales. Ça, c'est avec la DSN. Lorsqu'il s'agit des organismes de retraite, c'est pareil, c'est le comptable qui va faire le nécessaire. Évidemment, quand l'entreprise elle-même ses payes et envoie ses déclarations, c'est à l'entreprise de faire. Pour l'impôt société, à partir du moment où l'impôt avait été envoyé, soit on pouvait arrêter le prélèvement CEPA, ou bien demander aux impôts à ce moment-là, si ça a déjà été payé, le remboursement. Et les services d'impôts sont engagés à rembourser assez rapidement le montant de l'impôt société payé le 15 mars. Et là, c'est l'entreprise qui va faire la demande ou son expert comptable, si en fonction évidemment des relations entre l'expert comptable et le client. On va rester toujours dans le concret avec une question qui revient souvent. Comment est-ce que ça se passe pour cette suspension du paiement des loyers ou des factures d'énergie, pour l'entreprise évidemment? A priori, Monsieur Tanguay. ce qui est prévu, à moins que Pierre Huguet ait la réponse, mais c'est par mail ou par demande à son fournisseur d'énergie, le report également de ces règlements sur le bail, sur les loyers. Évidemment, tout va dépendre qui est le bailleur. Si c'est un bailleur privé, là, c'est une relation contractuelle, c'est une demande avec un courrier à faire, un mail, une demande avec le co-contractant. Mais c'est sur la base d'un... C'est quelque chose qui sera imposé. Oui, simplement, ce que je peux ajouter, c'est pour les micro-entreprises, c'est ce que la loi qui a été publiée dimanche par la commission paritaire a prévu. Alors, les micro-entreprises, c'est moins de 176 000 € par an pour la vente, le logement, les prestations de logement, les petits hôtels, etc. Et c'est moins de 75 000 € pour les prestataires de services. Pour ces tailles d'entreprise, donc vraiment les plus petites, les reports loyers, eau, gaz, sont prévus dans ce texte de loi. Je pense qu'une ordonnance en précisera les modalités. Et au-delà de cette taille-là, quelque part, effectivement, on vient à une négociation contractuelle. Alors, des grands professionnels, j'allais dire de la location commerciale, que sont souvent des filiales de banque, hier, les assureurs ont indiqué au ministre, à sa demande, reporter les échéanciers de loyer, par exemple, pour les 3 mois à venir. Ceci va être précisé dans les modalités. Vous savez qu'il y a toute une série d'ordonnances qui vont être successivement publiées pour préciser les modalités d'application. Donc après, quand il s'agit des bailleurs privés, il y a eu une communication, je crois, de 25 000 bailleurs privés qui a effectivement indiqué que en contact direct, ce que disait Charles René, en contact direct, des reports pourront être mis en place, mais il faut savoir qu'il faut éviter les effets de cascade, hein, parce que souvent ces bailleurs privés peuvent être, par exemple, des couples dont c'est des foyers dont c'est un des seuls revenus. Hein. Tout à fait. Je reste avec vous, Monsieur Goguet. Sur le plan juridique, est-ce que j'ai le droit d'allonger mes délais de paiement? C'est des questions que nous font monter les entrepreneurs. Et plus globalement, quelles sont mes obligations auprès de mes fournisseurs ou de mes clients, eu égard à cette situation particulièrement exceptionnelle? Alors, hormis les cas que l'on vient de citer, le principe que l'on essaie d'appliquer, c'est quelque part les règlements normaux, dans les délais normaux, notamment des groupes vis-à-vis de leurs fournisseurs. Mais évidemment, certains ne l'entendent pas ainsi. Le ministre a mis en place, j'étais au téléphone encore en conférence hier avec lui, un comité autour du médiateur des entreprises qui va être évidemment relayé dans chaque région, où notamment les chambres de commerce, mais bien d'autres seront présents, DGCCRF, etc., pour évidemment suivre, et là on a nous un rôle d'utilité, y compris avec nos amis experts comptables, pour faire remonter ça du terrain, pour effectivement être vigilant sur les dérives anormales. En réalité, il faut savoir que notre pays fonctionne avant tout sur le crédit inter-entreprise. On a parlé des banques, évidemment, c'est très important, mais la volumétrie du crédit inter-entreprise est très supérieure en financement de l'économie. Donc, il faut que ceci continue. Et clairement, payer normalement ses fournisseurs, si la trésorerie est très juste, va se traduire, évidemment,
par une demande vis-à-vis du banquier qui a été évoquée précédemment, d'une ligne de crédit nécessaire pour faire face à ce genre d'obligation. Donc le principe, c'est plutôt celui-là, entre entreprises, hein, dans le B2B, comme on dit. D'accord. On va voir avec vous, Monsieur Novon, on l'a évoqué, vous l'avez évoqué lors de votre présentation, on va parler des banques. Alors, comment est-ce que l'État va garantir ces 300 milliards de prêts aux entreprises? Concrètement, les entreprises vont faire la demande de prêt à leur banque, il fera un examen du dossier qui va transmettre à BPI France. Comment ça va se passer? Là encore, je suis désolé d'employer ce terme, mais très concrètement. Alors, très concrètement, nous avons préparé une base de extranet qui est déjà connue de partenaires bancaires dans toute la France, qui permettra de créer un numéro unique par demande, suite à quoi les banques auront totalement la main pour engager au nom pour le compte de l'État la garantie sur le financement qu'elles octroieront ou qu'elles octroieraient à des PME, des TPE, des ETI ou des grands comptes. Le dispositif chapeau de 300 à l'échelle de ce que a proposé l'État en couverture du système bancaire, qui a un message très clair. Aucune entreprise ne doit être en difficulté d'accès au crédit à travers son réseau de proximité ou ses banquiers. Modulo évidemment la surveillance et les mesures de risque qui seront prises par les différents établissements bancaires. Et il faudra que le médiateur du crédit joue son rôle à plein. Il retrouvera un rôle central dans beaucoup de cas de relations entre les entreprises et les banques, comme il l'a joué entre 2008 et 2012. Eh bien, toutes les entreprises doivent pouvoir accéder à un financement de trésorerie pouvant aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, puisqu'on limitera 3 à 4 mois de chiffre d'affaires à 25% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise 2018, les lignes de crédit qui seraient mises en place par les banques sous le titre de prêts garantis par l'État. Ce financement est à la main des banques, donc ils décideront pour le compte de l'État d'engager un crédit et bénéficieront automatiquement d'une garantie de 90% sur ce crédit. C'est un crédit qui aura 2 temps, un temps d'une année qui sera un différé d'un an en capital. Au terme de la première année, le choix, l'option à la main de l'entreprise de pouvoir soit rembourser par anticipé ou de choisir la durée d'amortissement du prêt qu'elle souhaite pour pouvoir faire face aux engagements de crédit. Un amortissement qui sera donc de 2, 3, 4, 5 ans maximum, en plus du différé de 1 an de démarrage. C'est une procédure temporaire, elle durera jusqu'au 31 décembre. Et encore une fois, tous les entrepreneurs de France immatriculés au registre du commerce y sont éligibles. Et donc, ces entrepreneurs de toute taille, y compris les grandes entreprises d'ailleurs, devront se rapprocher de leur réseau bancaire qui sera la porte d'entrée des demandes de financement garanties par l'État dans ce contexte. Alors, dans les remontées qu'on a par rapport aux entrepreneurs et les internautes qui nous ont posé des questions, c'est est-ce que les banques vont véritablement jouer le jeu? Vous décrivez un dispositif qui a l'air parfaitement huilé, mais on sait que quand on est sur le terrain, concrètement, par contre, on peut avoir, est-ce que si la banque m'a déjà refusé des crédits en particulier sur ma situation antérieure par rapport à la crise, par rapport aux relations particulières, même par rapport, ça dépend aussi d'une succursale où il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et vous avez justement mentionné le médiateur, ce qui sous-tend le fait que ça risque pas forcément de se passer de façon totalement fluide. Alors, en tout premier lieu, il faut reconnaître que la profession s'est mobilisée dans l'ensemble des banques de France en près d'une semaine, à peine, pour pouvoir mettre en place ce dispositif avec l'État. Donc, il y a une bonne volonté de base en préambule pour pouvoir irriguer l'économie française avec des financements dédiés et bénéficiant de cette garantie de 90%. Une fois qu'on a dit ça, on se heurtera, et c'est une réalité, malgré des injonctions qui seront des directions générales de l'ensemble des réseaux bancaires, à une analyse naturelle, cas par cas, dossier par dossier, de la capacité de remboursement. Il ne s'agit pas de rajouter de la difficulté à la difficulté. Si l'entreprise n'est pas en mesure de faire face à ses engagements financiers, il faut qu'il y ait une analyse élargie de ces enjeux, de ces équilibres, pour ne pas renforcer le déséquilibre dans lequel elle est éventuellement avant déjà la situation de crise. Donc ça, la politique de risque est à apprécier établissement par établissement, mais le ministre lui-même et l'ensemble des acteurs de ces opérations-là sont très mobilisés pour surveiller les difficultés rencontrées sur le terrain. Il faut remonter à travers
vos chambres de commerce éventuellement dans les contacts que vous avez pour comprendre les processus et les ensembles de dispositifs au-delà, les entreprises dans la structuration, la profession qui vont vous aider à pouvoir préparer tout simplement des tableaux de trésorerie. Où est-ce que je vais, quels sont à 6 mois qui viennent et savoir le traduire pour que le banquier soit capable de prendre une décision rapidement avec une visibilité sur vos cash flows et sur la trésorerie que vous avez face à vous en moins ou les besoins d'engagement financier que vous aurez à venir dans les 6 mois. Alors, on va en profiter d'avoir la présence de Monsieur Tandé pour en parler. Je suis un entrepreneur. Est-ce que je peux reporter mes crédits? Comment je dois faire justement pour bénéficier des aides de la BPI? Vous serez le relais. Qui est-ce que je dois appeler en priorité? Est-ce que mes crédits actuels vont être suspendus? Combien de temps? Vous voyez, c'est ce genre de questions qui remontent du terrain. Oui, bien évidemment, il faut prendre contact avec le banquier le plus vite possible. J'insiste aussi sur ce qu'a dit Pierre Goguet juste avant. Les entreprises qui ont de la trésorerie, évidemment, faites le crédit interentreprise naturellement avec la trésorerie de l'entreprise. Par contre, toutes ces entreprises qui sont juste en trésorerie, et notamment parce qu'il y a des échéances à régler, je le disais tout à l'heure, TVA, mais également à la fin du mois, les salaires. Eh bien, il faut absolument anticiper, et cette semaine, voir auprès de son banquier les types de crédits qu'il faut mettre en place. La BPI vient là en soutien, en garantie. Je crois qu'il y a des efforts considérables qui sont faits, mais si on anticipe bien, si on prépare le dossier, on n'aura pas trop de difficultés. Le risque, parce que moi j'ai déjà des remontées, c'est par exemple des startups qui ne sont pas dans les ratios habituels en matière de financement, parce que les grilles vont indiquer immédiatement qu'on ne doit pas leur prêter, compte tenu de la structuration de leur bilan. Et là, comme ça a été dit par Renaud Nouveau, c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'il faut traiter, vraiment, il faut prendre contact avec le banquier, avec l'appui de son expert comptable, présenter le dossier pour qu'au plus vite, évidemment, les lignes soient débloquées. Voire donc repter des échéances, en effet, comme vous l'avez dit, au niveau des emprunts existants. Alors, on a des questions qui remontent aussi sur comment faire fonctionner cette économie alors que les entreprises, elles aussi, vont être confinées, ou en tout cas subir les conséquences du confinement. Selon vous, quelles sont, là je m'adresse à vous trois, quelles sont les activités qui doivent impérativement continuer à travailler et celles qui sont moins essentielles et qui peuvent continuer à travailler? Mais bon, évidemment, on sait que tout cela dépendra de la question du gouvernement, mais quelles seraient les hiérarchies, si vous voulez? Qui veut répondre? Peut-être M. Goguet. Écoutez, à ce stade, si on voulait être pédagogique, on dirait qu'il y a des secteurs qui sont interdits d'activité, clairement. Café, bar, restaurant, etc. Tous les secteurs non interdits doivent chercher les moyens dans les modalités d'organisation, dans tous les protocoles sanitaires adaptés pour essayer de fonctionner, quitte à fonctionner en mode dégradé. Alors évidemment, on pense d'abord à toutes celles qui sont capables de travailler en télétravail. Donc là, évidemment, a priori, l'activité doit continuer, sachant que c'est un défi numérique pour beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes encore à ceci. Hein. Bon, et ça va obliger quelque part à marche forcée à s'adapter. Et puis, il y a celles qui ne peuvent pas faire de télétravail, où les salariés sont obligés d'aller sur le terrain. Et là, clairement, des protocoles sanitaires doivent être respectés, les fameux gestes barrières, les distanciations, et peut-être pas seulement tout ça, et sont en train d'être bâtis branche par branche, c'est ce que nous indiquait Mme Pénicaud hier matin, et donc chaque branche est en train, pour quelque part son activité, eu égard aux spécificités, de préconiser les organisations compatibles avec le respect de la santé des salariés, et dans ce cadre-là, permettre effectivement de reprendre des activités, dans certains cas qui avaient été suspendues. Je notais ce matin dans la presse qu'Airbus reprenait ses chaînes de fabrication alors qu'elles avaient été arrêtées, parce que des choses se sont clarifiées. Ça veut dire par exemple que dans le bâtiment, l'entreprise qui avait coutume de collecter en bus ses salariés pour les amener sur le chantier, c'est plus possible ça. Il va falloir que chaque salarié puisse y aller distinctement dans un véhicule isolé, où clairement, dans ce cas-là, l'entreprise ne pourra pas continuer si à un moment donné, elle ne peut pas éviter ces confinements. Donc, voilà, des protocoles vont être bâtis et communiqués dans les professions, mais le principe, c'est de chercher à travailler partout où on peut. Je rajouterai
qu'on commence à avoir évidemment, et là je parle sous le contrôle de Charles René, des directs qui nous disent attention sur les règles de chômage partiel, vous devrez démontrer, encore une fois pour les secteurs non fermés, que vous avez été empêché par les effets du coronavirus, défaut d'approvisionnement, défaut d'ouverture des chantiers par les clients, etc., si vous prétendez évidemment bénéficier du chômage partiel. Donc, vraiment, il faut que l'entreprise ait fait le maximum en organisationnel pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est seulement dans le cas où, ayant tenté tout ça, elle n'y arrive pas, que certaines des solutions proposées seront ouvertes. Puisque vous évoquez l'aspect RH, donc on va voir les obligations et les droits des entreprises, puisque le gouvernement incite les entreprises à travailler, mais dans quelles limites? On a beaucoup de questions. Je me tourne vers M. Tandé. Est-ce que je peux mettre mes salariés au chômage partiel, quelle que soit mon activité? Sur quelle durée? Est-ce que je dois m'aligner sur la durée de confinement? Bon, on sait que pour l'instant, elle est sine-die, elle n'a pas de limite particulière. Ou puis-je le faire sur une plus longue durée? Voilà, c'est des questions, là encore, très terre à terre. Oui, Monsieur Tandé. Évidemment, ça a été un vrai souci la semaine dernière parce que on ne s'est plus trop retrouvé ne sachant pas si c'était fermé, pas fermé. Bon. Aujourd'hui, les positions sont quand même beaucoup plus claires et Pierre Goguet a bien rappelé les principes. Il n'y a pas de général, ça va être du cas par cas et dans chaque entreprise, il faut regarder si on a une baisse d'activité ou pas. À partir du moment où on peut démontrer qu'il y a une baisse d'activité, on pose le dossier. Alors, je sais, là, j'ai des remontées en ce moment où le site n'est pas accessible en ce moment pour ouvrir un dossier de demande d'activité partielle. Dans certaines régions, maintenant, on dit c'est 5 à 10 jours. Le délai a été allongé puisqu'on a 30 jours pour faire le dépôt de demande d'activité partielle. Mais à partir du moment où on peut démontrer qu'en effet, il y a une rupture, qu'il y a une impossibilité d'avoir une activité, eh bien, le dossier sera accepté. Par contre, le principe de dire je ferme complètement mon entreprise immédiatement et je ne mets pas en œuvre les mesures possibles, ça, bien évidemment, ce sera refusé. D'autres questions concrètes. Je fais partie d'un commerce essentiel. Mon salarié peut-il se retourner contre moi si je ne lui ai pas fourni les mesures de protection nécessaires alors qu'elles sont difficiles à trouver? Monsieur Tandé? Oui, disons que l'employeur a la responsabilité, bien évidemment, d'assurer la santé du salarié et donc de mettre en œuvre l'ensemble des mesures. Alors ensuite, en effet, de savoir si un des salariés a été atteint du virus, est-ce que la responsabilité pénale de l'employeur serait mise en cause? Des informations que j'ai, la responsabilité pénale ne serait pas mise en cause à partir du moment, évidemment, où toutes les mesures ont été mises en place. En plus, pour détecter qui a transmis le virus, c'est quand même aussi assez compliqué. Donc, il n'est pas, à moins que mes collègues aient d'autres informations, les informations que j'avais, c'était qu'il n'y avait pas la responsabilité pénale de l'employeur de rechercher. Si je peux me permettre d'intervenir, oui. Clairement, sur ce plan-là, la ministre a été claire. L'entrepreneur a une obligation de moyens. Il doit mettre en place tous les moyens disponibles. Alors, je pense aux masques qui ne le sont pas toujours, pour évidemment protéger ses salariés et les distanciations, gestes barrières déjà évoqués. Encore une fois, ça va de plus en plus rentrer dans un protocole calé branche par branche. Mais quelque part, à l'impossible, nul n'est tenu. Je veux dire que s'il n'a pas de masque parce que les masques ne sont pas disponibles, on ne pourra pas lui reprocher. Donc, clairement, pour que la responsabilité pénale soit engagée vis-à-vis d'un chef d'entreprise, il faudrait qu'il fasse fi de tous les protocoles sanitaires qui lui sont demandés et quelque part qui laisse quelque part ses salariés exposés sans aucune considération du risque omniprésent qui nous entoure. Dans tous les autres cas, il aura évidemment à démontrer qu'il a mis tous les moyens à sa disposition en œuvre
pour protéger ses salariés. Et après, je reviens à ce que disait Charles René, on peut tous, même en dehors de notre lieu de travail, contracter ce virus. Et évidemment, ce n'est pas forcément sur le lieu de travail que ça se passera. Voilà. Autre question très précise. J'étais en pleine procédure RH de licenciement ou de rupture. Est-ce que je suis dans l'obligation de la mener à son terme, Monsieur Tandé? Le processus peut continuer. Il n'y a pas d'obligation, bien évidemment, c'est toujours la liberté des parties. Mais le processus peut continuer à partir du moment où ça a été engagé. On peut continuer le processus de licenciement. Alors, on sait qu'il y a un nouveau texte de loi qui vient d'être voté, qui est combiné au projet de loi d'urgence, prévoit 45 milliards d'euros pour aider les entreprises en difficulté et financer le chômage partiel. Avec sur cette enveloppe, il y a aussi encore 30 milliards d'euros de garantie bancaire pour les nouveaux prêts. Alors, il y a des mesures par ordonnance, des mesures de soutien à la trésorerie, des aides directes ou indirectes, des facilitations de recours à l'activité partielle. Et il y a aussi des dérogations possibles en matière de durée du travail pour certaines entreprises dans des secteurs particulièrement nécessaires. Est-ce que vous avez eu vent donc, de ces dernières avancées législatives et de leur transcription dans le réel? Là, je m'adresse à tous les trois. Qui veut prendre la parole? Pour ma part, je n'ai pas encore d'informations particulières sur les secteurs concernés. D'accord. Monsieur Tandé, c'est trop récent là encore pour qu'on puisse se faire… Oui, je n'ai pas, bien évidemment, j'ai l'information, mais en termes d'application concrète, je ne peux pas vous donner d'exemple, je n'ai aucune information. Donc, on a évoqué des dates néanmoins tout à l'heure sur certains dispositifs. On parle de début avril pour certaines toutes petites structures par rapport aux 1 500 euros d'aide. On parle là aussi du 31 mars. Est-ce que vous pensez, là, en tant qu'expert et professionnel, que la machine va se mettre véritablement en marche à compter de la toute fin du mois ou d'ici la mi-avril, on va pouvoir voir arriver ces fameuses aides? Ça va être sur le site impôt.gouv.fr, la demande avec un dossier, mais très, très simple pour l'employeur. À partir du moment où ce sont des terres, les critères sont établis et qu'il est éligible, les services sont quand même efficaces et la machine, j'ai là-dessus, sur la mise en place. Vous savez, les délais aujourd'hui de remboursement de crédit sont très rapides. Et donc, oui, à partir de début avril, ça se mettra en place. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mon inquiétude est plus sur la trésorerie pour les 15 prochains jours, parce qu'en effet, très court, même si tout le monde réagit, on est court dans les délais, les mises en place de remboursement se faire courant avril. Le problème, c'est d'arriver jusqu'à mi-avril. Quand on parlait de l'activité partielle, le remboursement après l'entreprise de l'activité partielle, c'est prévu pour mi-avril. Mais les salaires sont payés fin d'an. Donc, en fait, c'est cette période-là qui me paraît très, très sensible. Les 15 prochains jours sont vitaux en termes de trésorerie pour les entreprises. Une réaction, Monsieur Novo. Vous sembliez acquiescer à ce que disait Monsieur Tandé. C'est qu'un jour, ça va être un test, un crash test. Nombre de professions, effectivement, se posent la question et la principale inquiétude, elle est sur le soutien en trésorerie dans les 15 jours qui viennent avec le passage du paiement des salaires et la tenue des 12 jours promis par les ministères de tutelle sur le remboursement. Donc, évidemment que l'ensemble de l'administration centrale, publique, se met en ordre de marche pour procéder à ces remboursements dans les 12 jours. Tous nos clients s'interrogent et attendent de pouvoir le constater avec, pour certains, beaucoup d'inquiétude parce que la situation est extrêmement précaire et pour d'autres, un peu plus de sérénité, mais quand même surveillant de très près les délais qui vont être imposés. On a une véritable échéance à la fin du mois de mars et d'ailleurs, lorsque nous avons réagi immédiatement, il y a maintenant une dizaine de jours, face à la crise cardiaque annoncée dans nombre de secteurs avec les fermetures imposées, etc., que nous avons essayé de mettre en place, c'est un peu comme un service d'urgence finalement, de prioriser ceux qui étaient capables de faire face immédiatement à la trésorerie pour 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, ceux qui n'étaient pas capables de tenir le mois d'avril, ceux qui n'étaient pas capables de tenir le mois de mars, et de prioriser ainsi
les prises en compte des demandes de financement qui nous étaient adressées, pour essayer de traiter en urgence ceux qui ne passaient pas l'échéance de mars, ceux qui ne passaient pas l'échéance d'avril et ceux qui ne passaient pas les échéances de mai à juin. Donc, on a fait ce travail avec les équipes sur le terrain pour pouvoir faire ce tri entre guillemets sanitaire économique, et pouvoir apporter ceux qui en avaient vraiment besoin dans l'immédiat ce cash-là, sachant que globalement, pour le moment, il faut reconnaître que la très grande majorité des banquiers ont tiré sur des découvertes, des lignes de trésorerie ou des lignes de trésorerie non tirées, par exemple, mis à disposition des entreprises pour pouvoir permettre d'honorer les échéances qui étaient engagées dans les entreprises. Il y a des remontées peut-être, et vous en aurez sans aucun doute, mais globalement, on a affaire à une profession bancaire qui, sur les échéances immédiates et d'urgence, ont accepté, dans l'immense majorité, d'augmenter les découvertes ou de faire face à des lignes de crédit court terme pour pouvoir honorer ces engagements. Pierre Goguet, de votre côté, les remontées terrain, justement, sur ces fameux 15 prochains jours qui vont être particulièrement risqués. Clairement, on est dans la nécessité, pour suivre ce que vient de dire Pedro, que les banquiers, effectivement, assurent le décalage. Parce qu'effectivement, les virements de paye, au moment où ils vont être faits, peuvent se situer dans des entreprises qui n'ont plus la trésorerie en face et qui n'ont pas encore reçu l'indemnisation au chômage partiel à recevoir. Donc là, il faut effectivement une grande souplesse des banquiers alors il faut évidemment que les entrepreneurs prennent les devants et contactent leurs banquiers sur ce point-là, pour s'assurer qu'évidemment les salaires et les payes passeront. Alors ensuite, les concernant eux, je pense aux indépendants, à tous les indépendants qui seront concernés par les 1 500 € s'ils remplissent les critères qui, pour l'instant, sont quand même assez, comment dirais-je, assez précis. Donc, de taille de l'entreprise, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, de baisse d'activité. Je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur un interlocuteur évidemment extrêmement important qui rentre en jeu et qu'on n'a pas cité jusqu'alors, ce sont les conseils régionaux. Vous avez des conseils régionaux qui, en dehors du fonds de solidarité mis en place par l'État et d'ailleurs les régions, maintenant les fonds d'assurance, quand je dis en dehors, je veux dire en plus, ont mis en place, déjà ont annoncé quelque part qu'il y aurait des aides, et souvent très significatives, pour les entrepreneurs de leur territoire. Certains ont été jusqu'à annoncer également une aide de 1 500 €, je pense, pour ceux qui ne rentreraient pas dans la grille de lecture du fonds de solidarité annoncé et en cours de précision. Donc, attention, les conseils. Alors, je veux dire que quand vous allez vous adresser, je reviens sur les points d'entrée que constituent les chambres de commerce et d'industrie, aux points d'entrée, on vous indiquera dans chaque région ce que la région a prévu en plus du processus. Mais il y a vraiment un effort très important que je veux saluer ici. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose, pour clore ce live et cette table ronde numérique, que vous nous livriez votre vision sur le futur. Quelle sera, quelque part, l'économie de l'après-corona? Alors, c'est toujours difficile de jouer les devins, de se projeter, de faire de la prospective. Enfin, vous avez peut-être plus l'habitude, Monsieur Novo, que nous. Mais néanmoins, pour avoir un petit peu, est-ce que l'économie française va être bouleversée de fond en comble? Est-ce qu'au contraire, elle va réussir à survivre et à s'adapter? Voilà, quelle est votre vision? J'aimerais que vous la partagiez avec ceux qui nous regardent aujourd'hui. Monsieur Novo, on commence par vous. Merci de cette primauté. Il serait bien difficile aujourd'hui de vous dire à quoi ressemblera l'économie française dans les 5 à 10 ans qui viennent. Il est certain que nous sortirons de cette crise, et c'est même un devoir, de manière très différente avec la façon avec laquelle nous y sommes rentrés finalement. C'est-à-dire que nous allons devoir tirer les conclusions et ce que nous aura appris cette crise aujourd'hui, qui a été d'abord et avant tout une crise sanitaire, qui est devenue une crise économique pour nombre d'acteurs de nos écosystèmes et qui ne doit pas devenir, in fine, une crise financière avec un impact face auquel des mesures solides, extrêmement robustes ont été mises en place par l'État français pour endiguer justement, avec l'appui de la Banque centrale, une contagion possible vers une crise financière. La sortie de cette situation-là amènera à revoir, à repenser sans aucun doute la relation des entreprises avec leur environnement, qu'il soit social, public, financier, conseil, accompagnement, pour être mieux préparés
sur des plans d'urgence, être mieux préparé dans la façon de réagir à des arrêts brutaux ou à des chocs tels qu'elles les auront subis. Et ce que je pense en revanche, c'est que de cette crise qui sera relativement court, ça j'en ai l'intime conviction que dans les prochaines semaines, nous allons globalisation de la situation d'un point de vue. Il n'en demeure pas moins que d'un point de vue économique, la reprise sera sans doute un peu plus lente et qu'il faut se préparer à avoir une action de boost pour que les acteurs économiques qui auront beaucoup souffert soient particulièrement soutenus par les Français et dans tous les territoires. J'ajoute que l'union que nous voyons avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les chambres de commerce qui font un travail sur le terrain en proximité, des TPE, des entrepreneurs, les PM, soit les banques qui sont aujourd'hui en première ligne. Il faut également saluer dans ces professions essentielles, les acteurs bancaires reçoivent dans les agences les entreprises qui ont des difficultés de réponse ou des particuliers même qui ont des engagements financiers à tenir. Et donc, on parlait tout à l'heure, pour terminer, des professions essentielles. Évidemment qu'on a en première ligne les acteurs de la santé, mais arrivent derrière les acteurs de l'agroalimentaire, de l'énergie, des transports, de la distribution et des professions financières dont nous venons de parler, qui également, en termes de cette situation, auront à trouver un rôle qui, je l'espère, sera à sa juste mesure dans la façon dont ils auront accompagné les entreprises. Je terminerai juste sur la vision de l'avenir. Elle nous apportera sans doute une nouvelle lecture de la solidarité économique. Nous la vivons de manière tout à fait différente avec la crise de 2008, qui a été une crise d'abord financière, puis économique, et qui, dans le contexte de 2008, a été une crise qui a été plus lente, plus larvée. Elle est arrivée avec moins de brutalité. Le choc avec lequel l'économie française a été frappée de jour est un choc historique qu'on n'a pas connu depuis de 50 à 60 ans. En revanche, nous en sortirons sans doute plus vite, encore une fois, d'un point de vue sanitaire. L'organisation sera progressive. Elle nous oblige à nous, banquiers, à nous, investisseurs, à l'ensemble de l'écosystème bancaire et financier d'accompagnement, de repenser les modèles de nos entreprises en sortie pour préparer tout simplement et mieux les préparer dans leur organisation, dans leurs ressources, dans les mesures qu'elles peuvent en préventif adopter, mieux les préparer à d'éventuels chocs à venir et à une croissance sans doute un peu plus contrôlée, mesurée et organisée. Merci, Monsieur Nouveau. Monsieur Tandé, votre vision? J'insisterai sur cette nécessité d'anticiper, cette nécessité pour les petites et moyennes entreprises d'avoir des plans de continuation d'activité. Alors souvent, on parle de plans de continuation d'activité, on le voit pour des entreprises plus importantes, mais cette crise montre que c'est toute taille d'entreprise qui doit pouvoir essayer de mettre en place un système qui est que face à la crise, on peut trouver des moyens pour essayer de s'en sortir. Je rejoins évidemment ce qu'a dit Pedro, la brutalité. On n'avait jamais vu cela. Donc, on a toujours été plutôt sur fonctionnement plus à court terme. Évidemment, je pense qu'on va ressortir avec une maîtrise meilleure des outils, en fonction évidemment des services, mais de tout ce qui est télétravail. Ça favorise évidemment ce genre de crise, le travail, ça favorise le recours à cette brique que l'on est en train de mettre en place, mais finalement, je pense que ça va accélérer les phénomènes. Alors moi qui suis optimiste, naturellement, je me dis que derrière cette crise, au fond, eh bien, on va avoir aussi des réactions qui vont permettre à un certain nombre d'entreprises d'avoir une meilleure croissance. Donc, mais pour l'après, le rebond va certainement arriver, mais inévitablement, il y aura quand même un peu de casse. Les entreprises qui sont fragiles, qui sont aujourd'hui déjà structurellement déficitaires, vont avoir du mal évidemment à surmonter cette crise. Comme à toute crise, on le voit, il y a évidemment des entreprises qui tombent, on va en avoir un certain nombre. Mais pour celles qui vont subsister, eh bien, c'est vraiment une réflexion sur ce plan de continuation d'activité face à toute crise et d'anticipation des livraisons dans le stockage, dans un certain nombre de process de production qui vont être à recours.
Merci, Monsieur Tandé. Enfin, Monsieur Goguet, votre vision? Alors, si vous voulez, moi, je pense que, en même temps que, au niveau des outils, on est sur une montée forcée de tout ce qui est outil digital et évidemment, notre conversation en est l'exemple. En même temps, gardons l'humain au cœur. Ce que je veux dire, c'est que quand on a 42 000 appels qui arrivent dans nos CCI, dans les territoires, je peux vous dire la joie, le mot est peut-être pas choisi comme il faut, mais de l'entrepreneur qui peut parler à quelqu'un, qui peut lui expliquer quelque part ce qu'il vit, sa détresse, etc. Je veux dire, cet aspect-là de la relation psychologique, de la prise en compte de la détresse de l'autre est essentiel. Et donc, attention à savoir conserver ça. Nos amis experts comptables le font très bien. Il faut cette relation personnalisée parce qu'en même temps, remplir en ligne des demandes, remplir en ligne des formulaires, eh bien, ça ne permet pas ça. Donc là, je suis dans le comportement. Je crois qu'au niveau, il faut évidemment éviter la montée des égoïsmes, que ce soit les égoïsmes des pays ou les égoïsmes des uns par rapport aux autres. Quelque part, cette situation montre bien l'interdépendance de chacun d'entre nous vis-à-vis de l'autre. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les humains, et quelque part, cette interdépendance-là, elle nécessite une attention à l'autre et une solidarité, le mot a déjà été employé, c'est extrêmement important. Enfin, je veux évidemment relever les problèmes de souveraineté par rapport à certains secteurs stratégiques. Les masques en sont un exemple, mais les approvisionnements d'une manière générale dans l'électronique ou autre en sont d'autres. Et toutes les problématiques de logistique et de sourcing dans le monde ne peuvent plus être pareilles. Sur la chaîne des médicaments, par exemple, les ministres l'ont relevé. On a un vrai problème, au moins au niveau de la sous-région Europe, à reconstituer quelque part une vraie souveraineté économique et quelque part qui a sûrement des vertus en termes environnementaux pour ne plus être dépendant autant quelque part d'éléments aussi stratégiques, et ça va avec l'anticipation qui vient d'être évoquée. Si vous voulez. Donc, il n'y a qu'un risque, sur lequel il faut être vigilant, c'est hélas notre faculté collective d'oubli. Et quelque part, le plus grand risque serait de ne pas tirer les leçons de ce qui se passe, ayant oublié quelque part, dans quelques mois, dans quelques années, la crise qu'on vient de vivre. Vous savez, la crise financière de 2008, on a beaucoup reproché à pas mal de grandes organisations et de pays de ne pas en avoir tiré toutes les leçons. C'est pas complètement vrai d'ailleurs, il y a eu heureusement des leçons de tirer, mais ça veut dire quelque part qu'il va falloir structurer, et ça se fera effectivement par nos décideurs, les moyens de limiter les risques. Je finirai par une phrase qui me vient à l'instant d'un philosophe qui disait, un philosophe grec ancien de quelques millénaires, vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce live exceptionnel. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site de la Tribune, latribune.fr. Évidemment, ce live sera disponible en replay. D'ici là, portez-vous bien. On va y arriver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.